Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, merci Cosana. Bernard a levé la main. Je t'invite Bernard à réactiver ton micro par toi-même. Voilà. Bonsoir Bernard. Bonsoir, excuse-moi, bonsoir à tous. On entend souvent parler, je ne sais pas si vous m'entendez bien, on entend souvent parler de revenir à sa véritable nature. Oui. Et ça me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que involontairement on intellectualise ceci comme si c'était une recherche. Alors qu'en fait, moi je pense que la solution, c'est dans, effectivement, tu l'as dit, c'est dans l'abandon. Et personnellement, j'ai conscience, je suis certain, j'ai cette intuition, je le ressens, que le Brahman, le soi absolu, contient tout, y compris l'Atman, le petit moi en fait. Hein. Oui. Mais c'est quelque chose de difficile à vivre, malgré les recherches qu'on peut faire, malgré les méditations, malgré tous ces ressentis, malgré le fait qu'on puisse aller dans ce vide qui n'est pas vraiment un vide, parce qu'il y a aussi un peu d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie, et on a toujours l'intuition qu'on est effectivement tous impliqués les uns dans les autres, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment, la question que je me pose, c'est comment fait-on pour sortir de ça, comment dire, je dirais pas une intellectualisation, mais ce ressenti. Je veux dire par là, en fait, la véritable question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas des couches ordinaires qu'il faut faire sauter pour arriver à notre moi profond, faire des couches ordinaires au-delà de nos perceptions, parce qu'il est évident qu'en fait, on s'identifie à notre corps, on s'identifie à ce que l'on est, à notre profession, etc. Mais quand on a passé tous ces stades-là, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres couches à faire sauter pour essayer d'approcher, je dirais, sans grande illusion, je dis approcher, c'est vrai comme nature. Mais en fait, si tu veux simplement t'en approcher, tu seras comme une asymptote. Tu connais un peu les mathématiques? Tu sais ce que c'est qu'une asymptote? Non. Bon, alors moi, j'ai peut-être l'impression d'être très savant en mathématiques, mais j'étais pas très bon. J'ai décroché à partir de la 4e. Mais enfin, je me souviens de ce que c'est que l'asymptote. Hein. C'est une sorte de courbe qui tend vers une droite et qui ne l'atteint jamais. Donc si tu veux te rapprocher du soi, bah, tu seras toujours en train de chercher, à la recherche de pratiques, de compréhension logique, exactement ce que tu dénonçais. Non. Et en même temps, tu dis des choses contradictoires parce que tu étais quand même convaincu au départ qu'il y a Brahman, c'est-à-dire l'un, et que l'Atman est issu de ça. Eh bien, moi j'aime bien quand on fait une pratique ensemble, et ici pratique s'entend non pas au sens quelqu'un qui fait une pratique pour se rapprocher justement de quelque chose, fût-ce cela le Brahman, fût-il le Brahman. Donc ici une pratique, c'est une pratique de révélation de ce qui est déjà là. Donc la pratique que nous venons de faire est une pratique essentielle pour glisser dans le soi, sans intellectualisation. Tu auras remarqué que dire je suis le corps, par exemple, ne permet aucune intellectualisation. Aucune. Tu ne peux pas à la fois sentir le corps et penser le corps. Donc, tu viens de faire une pratique
Et tu poses une question pour éviter justement une pratique qui court-circuite le mental. Alors, on va faire, moi j'aime bien quand on fait une pratique ici, donc comme je le disais, nous servir de la pratique en question pour glisser dans le soi. Donc la réponse, ça va être pour toi, et chacun va pouvoir regarder pour lui-même, quelle est ta question en fait? Essaie de la reformuler maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux, ce que je voulais dire, c'est que j'y arrive pas. Ah, très bien. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va prendre appui sur ce que tu vis maintenant. Que faire d'autre? Tu n'y arrives pas. Il y a donc une frustration. Il y a une impuissance. Peut-être même une colère. Un énervement. Bon. Donc, j'ai, et chacun peut le faire pour quelque chose qui lui est propre en ce moment, donc j'ai la sensation ou l'impression de ne pas y arriver. J'ai l'impression de ne pas y arriver. Donc là, on est encore dans une perspective un peu duelle, hein, puisqu'il y a un apparent moi qui considère une impression ou un ensemble de pensées dont le titre pourrait être « Je n'y arrive pas ». J'ai l'impression de ne pas y arriver. Maintenant, je t'invite à devenir la poupée de sel qui entre dans l'océan de « Je n'y arrive pas ». Et il faut juste que tu aies confiance dans mon instruction. Voilà. Et la vie, elle commence par la confiance. Donc tu fais la poupée de sel et maintenant tu dis « Je suis l'impression de ne pas y arriver. Je suis l'impression. Je suis l'impression de ne pas y arriver. » Je suis l'impression. Et à chaque fois que je le dis, tu le dis en pensée. Car la pensée est encore plus proche de la source que son énonciation par la parole. Je suis l'impression de ne pas y arriver. Sans commentaire, tu sens tactilement, sensoriellement ce que cela fait. Je suis la sensation. Je suis la frustration. Je suis l'impuissance. Je suis l'impuissance. Qu'est-ce qui est présent maintenant, Bernard, dans ton expérience présente? Dans mon expérience présente, ce qui est présent, c'est que en étant l'impuissance, en devenant l'impuissance, cette impuissance disparaît. Ok. Qu'est-ce qui est présent maintenant dans cette disparition? Dans cette disparition, il y a un vide. Un vide. Ok. Maintenant, j'ai un vide. On pourrait tenter toujours
d'étiqueter, de formaliser, de conceptualiser le vide aussi. Hein. Donc j'ai un vide. Le diable, vous savez, il s'immisce un peu partout. Hein. Diaboline, c'est ce qui sépare. Donc j'ai un vide. Et tu sens ce que ça fait que d'avoir ce vide-là. Il y a toi, et puis il y a le vide. Ce vide, ça fait l'impression d'être tout en même temps. Ouais, et maintenant je suis le vide. Je suis le vide. Et tu sens ce que ça fait que d'être le vide. Vibratoirement, tactilement, directement, sans la pensée, sans la mémoire, sans jugement. Je suis le vide. Je suis le vide. Je suis le vide. Oui. 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 Je suis le vide. C'est l'effacement de la pensée. C'est aussi... N'est-ce pas paradoxalement les retrouvailles avec ce que je suis, ce que je hais réellement? C'est-à-dire, il n'y a plus les oripeaux de la mémoire, il n'y a plus les identifications, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sensations. Mais on est d'accord qu'il y a une présence. Oui. Quelque chose est. Eh bien, oui. On pourrait prendre le temps d'explorer cet être, cette présence, cet espace. Les mots, bien sûr, sont limités. Cet espace, ce rien éveillé que tu te sais être là. Cet être qui se reconnaît lui-même maintenant, qui se goûte lui-même, qui soudain est conscient d'être la conscience. L'être est sciemment. Et là, si on explore ça comme tout à l'heure avec je crois Marilyn, eh bien, oui, Marilyn, tu serais amené à reconnaître cette même absence de limite, cette absence de localisation. Quand il n'y a pas localisation, c'est la joie. La souffrance, c'est la localisation. Quand tu dis j'ai mal, moi quand j'ai toujours mal quelque part, comme on dit. En tout cas, quand j'ai mal quelque part. Et quand je suis nulle part, pardon, je vous ai perdu là. Vous me voyez toujours? Oui. Ouais, j'ai perdu l'écran. Oui. Bon, je vais essayer de retrouver moi l'écran, enfin c'est pas grave, je continue à parler. Quand je ne suis pas localisé, eh bien, il y a la joie. La non-localisation, c'est la joie. Donc, pas localisé, on voit. Voilà. Et là, c'est une expérience assez unique parce que je suis en train de faire, parce qu'au-delà de toutes les identifications qu'on a quand on est conscient, Oui. Une fois qu'on est dans cet espace, effectivement, on se trouve dans un espace un peu infini. Oui, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. C'est ma façon de parler, juste. Oui, je sais, je plaisante. Moi aussi, c'est ma façon de parler. Et effectivement. Voilà. Et c'est ça le soi. On va dire que c'est par là. C'est par là. Donc là, tu as un merveilleux outil pour court-circuiter toutes tes lectures, parce que je vois que tu as un certain nombre un background de lecture non duelle derrière toi, mais l'important c'est d'aimer, comme disait Soulansky dans son titre. Et l'important c'est l'amour, c'est ce qu'on éprouve. C'est pas de pouvoir parler à propos de la non-dualité, c'est de le vivre. Tout à fait. Et donc toutes les pratiques que je propose ne sont pas
bien sûr que toute pratique au sens de quelqu'un qui pratique est condamnable, mais une pratique comme celle-ci n'est pas une pratique ordinaire, c'est une pratique de révélation, d'auto-révélation, et ce que j'appelle un jeu de révélation, qui nous fait passer directement de l'impression de manque à la plénitude. Et c'est pour ça que vous verrez, par exemple, que si vous regardez, vous êtes curieux, vous regardez la chaîne vidéo qui a 350 vidéos, ma chaîne vidéo sur YouTube, il y en a 5 ou 6 avec des visages de personnes autres que moi, qui sont accompagnés dans un face à espace, dans un autre jeu de révélation. Et au moment où l'impression de savoir, de connaître, l'intellect disparaît, on le voit dans les yeux. Ça s'éprouve, ça se voit. La lumière traverse la personne. Et en fait, c'est le moment où la personne a levé son masque pour elle-même. Elle cesse de s'identifier au masque. Hein? Il y a un très très beau film danois, c'est pas parce que j'ai une nationalité danoise, mais c'est reconnu comme un des plus grands films du cinéma, ça s'appelle Ord. On dit en français Ordet. Ça signifie la parole. C'est un film de Carl Theodor Dreyer, c'est un film en noir et blanc, un film absolument époustouflant de beauté, de justesse. C'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Et la dernière scène du film, on voit l'héroïne qui dit « la vie, la vie, la vie, livet, livet, livet ». Le film, quelqu'un me demande de l'écrire, c'est Ordet, O-R-D-E-T, la parole, O-R-D-E-T. Et on voit la lumière de Dieu. Dieu c'est quoi? Il est là, il est tout le temps là, mais Dieu c'est la lumière, donc la lumière est particulièrement là en l'absence de la personne. C'est comme ça. Donc un jeu de révélation, c'est un jeu qui fait dissoudre le masque. Voilà. Au lieu de... On peut le faire dissoudre en parlant, comme on fait dans le satsang traditionnellement, par question-réponse. Mais on peut aussi jouer à se mettre en jeu, c'est-à-dire mettre en jeu l'ego, mettre en jeu ce qu'on n'est pas, qui va par conséquent se dissoudre pour laisser apparaître ce que l'on est. Ça, c'est ce que j'appelle un jeu de révélation. Donc, je suis très heureux que tu fasses cette expérience et je t'invite, Bernard, à aller vers quelque chose d'expérientiel. Et c'est ce que je propose aussi beaucoup dans mes stages. Bien sûr que nous pouvons nous référer à la Bhagavad Gita, aux Upanishads majeurs. Moi, j'adore lire les textes sacrés, j'adore lire Rumi, ou l'évangile de Thomas, ou le Vasishta Yoga, ou plus près de chez nous, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, ou même des gens comme Etty Hillesum, une vie bouleversée. Il y a plein de textes merveilleux qui pointent vers la présence, chacun à leur façon. Et parfois, dans un texte, bien sûr, quand on lit un texte sacré, c'est un texte qui pointe vers notre vraie nature. Eh bien, on peut sentir qu'en fait, ces mots, ces paroles, tout d'un coup résonnent dans notre cœur. La première fois que j'ai lu Krishnamurti, dans les années, je crois, 94, j'ai eu un choc, parce que toute la philosophie que j'avais appris, au travers de laquelle, la philosophie occidentale que j'avais appris à la Sorbonne, et les lectures que j'avais faites, je pensais comme toi me rapprocher comme ça, comme l'asymptote vers sa droite pour aller vers la vérité. Ça a été balayé tout d'un coup dans la première et la dernière liberté. Je crois que c'était ce livre-là de Krishnamurti. J'ai été assommé.
Parce que tout le monde que j'avais construit, tout ce que j'avais appris, j'ai compris qu'il fallait que je m'en dessaisisse. Hein, donc c'est un choc, bien sûr. Et je t'invite à aller vers l'expérientiel, Bernard, vraiment, parce que là, tu touches à quelque chose de vrai. Voilà. D'ailleurs, le stage là, de juin, il est complet. Le stage de juillet aussi. Il reste quelques places pour un stage à Bordeaux en septembre. Voilà. Et le week-end, il y avait un week-end qui est prévu, non? Oui, mais c'est rempli en fait maintenant. D'accord. Si tu étais intéressé, envoie-moi ceux qui sont intéressés par des stages de week-end ou de 9 jours. Alors elle me dit, Monia qui nous dit, ah ça c'est une très belle information, Monia nous dit que Hors d'eux est disponible sur Netflix. Enfin pour ceux qui ont Netflix ou qui peuvent y avoir accès, regardez ce film, c'est un film mystique, vous pouvez le regarder 20 fois, vous découvrirez toujours quelque chose, c'est un tableau vivant, en noir et blanc, et vraiment, ouais, vous allez sentir la lumière passer là, je crois. Il y a des œuvres d'art comme ça. Mais tous ceux qui sont intéressés, pas seulement par un accompagnement individualisé, mais ceux qui sont intéressés par... vous êtes d'ailleurs invités hein, au 700 à Paris, là voilà, il y a 3 amis qui sont là, et après on fait une petite fête après, auberge espagnole. Mais si vous voulez venir à un week-end là, ou un stage là, ils sont remplis pour la plupart, sauf celui à Bordeaux en septembre, écrivez-moi. Parce que comment je fonctionne? À partir du moment où il y a quelques personnes qui sont intéressées, je lance la date. Voilà. Rarement je fixe une date, parce que je ne suis pas très organisateur. Donc si vous avez le désir de passer un week-end ensemble, faites-moi le savoir. Parfois je fais passer l'information sur la newsletter, mais dites-moi, par exemple, pour les stages de 9 jours, je ne l'organise qu'à partir du moment où 4 personnes s'accordent sur une même date. Et on est maximum 8. Donc vous voyez, c'est toujours des stages en petit comité et très expérientiels. Voilà. Et merci Bernard pour ta... Tu voulais dire autre chose? Merci. Un petit mot, je voulais dire. Je suis convaincu de ce que tu dis, qu'en fait, toutes les lectures ne peuvent jamais remplacer l'expérimentation directe. Mais là, dernièrement, je suis tombé sur un petit texte qui s'appelle Tout en main. Il m'a beaucoup touché. C'est Elam Onru, tu peux le connaître. Ah oui, je connais, oui. C'est un texte anonyme. Oui. Ah oui. Et je pense que de temps en temps, avoir une petite lecture comme ça, ça inspire. Ah mais j'ai jamais dit que le texte... par le texte, nous pouvons avoir une expérience directe. Mais pour la plupart des gens, le présentiel est très important. Mais celui que tu cites, oui, bien sûr, je connais ce texte, c'est d'ailleurs un des textes préférés de Ramana Maharshi. C'est dire, il est sur le top, la liste des 10 livres que nous invite à lire Ramana Maharshi. Et c'est vraiment un livre essentiel. Il a été écrit au 19e siècle, en tamoul, traduit dans toutes les langues. Vous le trouvez en PDF gratuitement en plus, c'est ça qui est incroyable. Donc, oui, effectivement, Elam Omru, tout est un. Voilà, c'est un trésor. Je suis tout à fait d'accord. Tu as des bonnes lectures, Bernard. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce
se prépare à noyer ton ventre nu. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil